Bonjour, les attentes étaient déjà très modestes pour la conférence sur le climat de Varsovie qui devait préparer la voie au sommet de Paris en 2015 qui, lui, devra requérir un nouvel accord global contre le réchauffement climatique. L'Europe a pourtant réussi à arracher une formulation prometteuse pour le futur. Tous les pays de la planète, non seulement les plus développés, devront apporter leur contribution. Mais après cette semaine de rencontres et négociations à haut niveau sous l'égide de l'ONU, le goût reste amer. Le dialogue entre les plus grands pollueurs du monde semble interrompu. Bonjour Corinne Lepage. Vraiment pas trop besoin de vous présenter. Vous êtes une grande experte de l'environnement. Vous en avez fait vraiment votre combat de votre vie. Vous avez aussi été ministre de l'Environnement et vous êtes eurodéputé avec le groupe des libéraux. Vous revenez de Varsovie. Vous avez dit la conférence de Varsovie pourrait s'apparenter à une conférence sur la justice organisée par la mafia. C'est un langage direct, ça. Si vous voulez, le fait que c'est le charbon et le gaz de schiste qui était finalement le fil rouge quelque part de cette conférence. On a parlé alors qu'on devait parler des climats. On devait parler de climat, on a parlé d'énergie et le début de la conférence a coïncidé avec le sommet sur le charbon. Et les sponsors de la conférence de Varsovie, c'était comme par hasard les grands énergéticiens, notamment les gaziers pour le gaz de schiste et les producteurs de charbon. C'est pas possible. On ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Et bien sûr qu'il y a des difficultés géopolitiques, bien sûr qu'il y a des difficultés de financement, tout ça c'est vrai, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la Pologne, mais quand même ce n'est pas normal d'organiser une conférence dans des conditions pareilles. Bon, il y a sûrement des responsabilités peut-être aussi de l'ONU, je ne sais pas, mais on verra tout ça dans les détails. Alors, comme pour tous nos invités, c'est la minute de oui ou non. Vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. À Varsovie, on a parlé plus des climats ou des gaz de schiste? Des gaz de schiste, Au début, surtout. En Europe, aujourd'hui, il y a plus de gens qui luttent pour un meilleur climat ou plus de lobbyistes du charbon? Plus de lobbyistes, pas seulement du charbon. Depuis Varsovie, vous avez envoyé un tweet « Nous sommes condamnés au miracle pour réussir à Paris en 2015 ». C'est toujours le cas? Oui. Obama est très affaibli à l'intérieur de son pays. Sans l'appui américain, impossible de faire bouger la Chine et l'Inde. Oui. Voilà. Pour être crédible, l'Europe devrait d'abord faire un bon ménage chez soi. Oui. À votre avis, l'ETS, la bourse des émissions de charbon, est-elle morte? Peut-être pas, mais elle va pas bien. Elle va pas bien. Et le Clean Development System, donc les investissements de notre industrie dans les pays pauvres, c'est un grand échec aussi? Source de fraude et de corruption. Large échec. Large échec. Nos leaders européens, Obama, Hollande, Cameron, ont-ils oublié l'urgence de la lutte contre le climat? En tout cas, ils n'étaient pas là pour dire leur importance à Varsovie. Ah oui. Bon, alors peut-être le temps est échoué, je vois. Corinne Lepage, premier gros problème, vous êtes arrivé à Varsovie, vous avez suivi toutes les réunions et vous avez trouvé un mur, celui de la Chine et l'Inde, qui ont dit, nous, on ne collabore pas et on ne change pas notre statut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tout à fait ça. Il y a effectivement ce qu'ils appellent le firewall, c'est-à-dire de considérer que le seul critère, en quelque sorte, de financement de tout ce qui va suivre, c'est la responsabilité historique, c'est-à-dire les pays de l'annexe 1, les pays industrialisés du Nord. Or, si la responsabilité historique est indéniable, elle n'est pas le seul critère. Les critères d'importance d'émissions aujourd'hui, de richesse des pays, sont aussi des critères à prendre en compte. Or, l'Inde comme la Chine ne veulent pas en entendre parler. Et on n'y arrivera pas. Ils polluent combien aujourd'hui? Ils représentent combien leur globalement, pollution? la Chine, c'est le premier. C'est de l'ordre de 20% à peu près. Et l'Inde doit être autour de 12 ou quelque chose comme ça. Bon, l'Europe, c'est 15%. Voilà. Donc, oui, bien sûr, nous avons une responsabilité historique. Nous l'assumons. Mais aujourd'hui, nous sommes en crise économique et nous ne pouvons pas tout payer. C'est absolument impossible. Et donc, il faut absolument que les pays émergents, qui ne sont plus des pays sous-développés, il faut arrêter pour la Chine de se prétendre pays sous-développé. C'est pas vrai. Pas plus que le Brésil est un pays sous-développé, pas plus que la Russie est un pays sous-développé. Il faut arrêter avec ça. À l'occurrence, il s'agissait de trouver le financement pour ce fonds de 100 milliards de dollars. Il doit servir à quoi, ces fonds? Alors, il y a toute une série de fonds. Il y a d'abord un petit fonds d'adaptation de 100 millions d'euros
immédiat, celui-là est couvert et il est couvert que par les pays européens. Personne d'autre n'a mis un centime là-dedans. Ensuite, il y a le fonds de 100 milliards de dollars à mettre en place pour 2020. Ça fait des années qu'on en parle. Alors, on a défini le lieu où ça se tiendrait, la manière dont ça marcherait. Il n'y a qu'une chose qu'on ne sait pas. Les sous. Les sous. Où est-ce qu'on les trouve? Ce sera certainement un mélange de fonds publics et de fonds privés, parce qu'il n'y aura jamais assez de fonds publics pour aller là-dedans. Donc, quelles règles éthiques mettre en place pour les fonds privés? Premier point. Et deuxièmement, d'où vont venir les fonds publics? S'ils viennent évidemment pour une large part des pays du Nord, ils ne peuvent pas venir seulement des pays du Nord. Alors, est-ce que c'est un dialogue de sourds? Comment vous voyez l'évolution de ces négociations au niveau multilatéral? Parce que c'est peut-être aussi la fin du multilatéralisme. C'est extrêmement difficile parce que vous avez des pays qui, eux, sont tout à fait contre tout ce qu'on est en train de faire. Les pays qui vendent du pétrole, qui disent, mais attendez, si on diminue la vente de pétrole, nous, on veut indemniser. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, ou du Venezuela. Vous avez des pays comme la Russie qui voient un très grand intérêt au réchauffement climatique, au changement climatique, parce que c'est l'accès à de nouvelles réserves minières et pétrolières, et c'est l'agriculture en Sibérie. Donc ils ne sont pas très pressés de voir se réduire les problèmes. Et puis vous avez de l'autre côté les Aosis ou les Philippines qui, eux, sont en train de crever du changement climatique. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait plutôt commencer à devenir un peu plus réaliste et passer du multilatéralisme au bilatéralisme? Je pense qu'il faut une autre méthodologie. Et c'est indispensable pour l'Europe qui, malheureusement, a largement perdu le leadership. Connie Hedegaard a fait un travail remarquable. La commissaire pour le climat. Oui, remarquable. Et je veux le dire, mais elle l'a fait toute seule. La Pologne ne l'a pas du tout aidée. Qui avait la présidence, donc. Oui, mais le ministre de l'Environnement polonais, qui était le président de la COP, a été démis de ses fonctions en plein milieu de la COP. Élément supplémentaire qui m'a fait hurler, avec d'autres d'ailleurs. Oui. Donc l'Europe a perdu le leadership politique, mais aussi le leadership industriel, parce qu'aujourd'hui, sur toutes ces nouvelles technologies qui vont permettre de réduire le changement climatique, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, c'est la Corée du Sud qui sont en tête, ce n'est plus l'Europe. Revenons sur l'Europe dans une minute. Je voudrais d'abord regarder ensemble le reste de l'actualité de la semaine. C'est un sujet de Caroline Garçon. Comment garantir aux citoyens européens qu'ils toucheront l'intégralité de leur retraite s'ils ont travaillé dans un autre pays de l'Union? Mercredi, les députés et les représentants des États membres ont cherché un accord en pleine polémique sur le recul de l'âge des retraites dans plusieurs pays européens. Actuellement, environ 3% de la main-d'œuvre européenne, soit 7,6 millions de citoyens, travaillent à l'étranger. Des véhicules qui polluent moins, c'est bien, mais il n'est pas toujours facile de les recharger. Mardi, les députés en charge des transports ont dit oui à de nouvelles règles pour développer le nombre de stations de carburant de substitution. Objectif, faciliter le ravitaillement et le rechargement pour les véhicules électriques fonctionnant à l'hydrogène ou au gaz naturel dans l'ensemble de l'Union européenne. Grand oral pour Danielle Nouy, candidate à la présidence du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. Mercredi, les députés chargés des questions économiques ont évalué ses compétences. Le Parlement européen doit donner son accord pour que la candidate obtienne le poste. Le président du Parlement européen et les dirigeants des groupes politiques étaient à Athènes mardi. Martin Schulz a rencontré le président grec Karolos Papoulias, le Premier ministre Antonis Samaras, ainsi que des membres du Parlement grec. Objectif, préparer la présidence grecque du Conseil de l'Union européenne, qui débutera en janvier prochain pour 6 mois. Corinne Lepage, revenons sur l'Europe. Alors, quelles leçons tirées pour l'Europe depuis la conférence de Varsovie? Une Europe qui n'est pas suffisamment ambitieuse et unie ne marche pas. Première leçon. Nous n'avons pas été suffisamment ambitieux. Connie Hedegaard n'avait pas de mandat pour aller au-delà des 20%. Oui, donc ce que vous demandez maintenant, excusez-moi si je vous interromps, c'est pour essayer d'être clair pour notre public. Donc, les objectifs pour 2020, c'était les fameux 20-20-20. Mais vous avez dit, les premiers 20, la réduction de gaz CO2... C'est déjà fait, pratiquement. On est à 18 donc, en 2013. Qu'est-ce que vous voudriez... 30. 30, pourquoi? Tout simplement pour monter les objectifs, mais surtout pour doper l'industrie européenne et l'économie européenne. C'est pas parce que la Chine ou l'Inde ne veulent pas faire de traités qu'ils ne font pas énormément de choses chez eux. Il faut savoir par exemple que 40% des éoliennes
construites dans le monde entier l'ont été en Chine en 2012. Il faut savoir que la Chine est aujourd'hui le premier producteur en termes de photovoltaïque, on le sait, mais devient également un leader mondial en matière d'éoliennes, que la Chine s'est dotée d'une loi sur l'économie circulaire. Donc il faut plus d'investissements dans les renouvelables en Europe. Oui, et puis une économie qui se dirige vers ce que Rifkin appelle la troisième révolution industrielle. Nous sommes faits pour ça en Europe. C'est quand même pas normal qu'on se fasse doubler par des pays qui s'y sont mis 10 ans ou 15 ans après nous. Corinne Lepage, je vous remercie d'être venue. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et bonne semaine. Hello. Good morning. Almost 2 million Syrians are still waiting for a refugee status. The majority of them are staying in camps in Syria's neighboring countries, which are already overflowing. And the winter is fast approaching. Many European countries have said they will accept Syrian asylum seekers only once they arrive at their door. But what about the others? Is it acceptable that to be able to exercise the right to universal asylum, a person must risk their life and those of their children by crossing the Mediterranean? I welcome Cecilia Wikström. Thank you very much. Hello. You are a Swedish MEP from the Liberal group, and you are, we can say, an asylum expert. You wrote a lot of reports here in the Parliament. A new package just been approved last summer. But first of all, we have our minute of quick fire questions where you can only answer with a yes or a not. I'm ready. Great, let's go. So, Cecilia Wikström, many Syrians arrive these days by boat. Some of them just die in the sea. Isn't it a shame for Europe? Of course it is. It's a European issue. Is there a willingness to help Syrian people? Yes. Do you like the current asylum system in Europe? No. Some southern countries ask for more cooperation between all EU member states. Do you agree with them? Yes. To reduce the rising of right-wing extremism in Europe, do we have to better control our borders? Yes. You are a former priest. After next European elections, will you go back to the church? I hope I will be here. Good. So this was my other question. So you will come back? Yes, hopefully. Do you think your country, Sweden, should join the euro? Yes. Yes. Will you support Guy Verhofstadt as future Commission President? Yes. Do you think Italy is right in asking more European solidarity for asylum and migration? Yes. Thank you very much. Thank you. I'd like to speak about the emergency topic, which is Syrians. And now the emergency comes from Bulgaria, where there are thousands of people who are just waiting outside for a status, but even for better human conditions. So first, aren't you shocked once again by that? And what Europe should do, because it doesn't seem it's doing something. Listen, I am not shocked. The whole asylum package is built on the premises that a person have to apply in person in a country. And now I think it's really right that we put the asylum package together, 5 legislative acts, and it was approved only in June this year. Now we need to take the next step when it comes to asylum policy in Europe. And the next step must be, in my view, that we establish some kind of facilities already in those huge camps so that people can get a humanitarian asylum to Europe. So it means they should have the possibility to introduce an asylum claims through our embassies, for instance. Well, we could do it in the European embassies or in the countries' embassies, or even better, in my view, would be to establish some kind of facility, a temporary office already placed in the refugee camps today for the Syrians in Turkey, in Lebanon, and in Jordan. I mean, why do these people have to risk their lives in order to get to Europe to apply for asylum, when they could already have a humanitarian asylum to Europe facilitated from those camps by a temporary asylum office? But honestly, do you see a European strong willingness to do something for these Syrian emergencies? Because I have the impression there are sometimes some political debates, but the situation remains the same. Sometimes I feel
I feel it's a bit cynical. On one hand, certain member states are saying, oh, we need more European responsibility. On the other hand, when the Commission, the Parliament introduces means for Frontex to operate, but then they need resources also. Yes. Then the member states are saying, no, they don't want it. They want to take care of it on a national level. So there is lots of hypocrisy in a way. There is a lot of cynicism. I'd like to come back to the internal asylum system now, and then we will discuss about that. We have been to prepare a report to Italy and Germany, which are a bit two opposite countries in the management of asylum. It's a report by Arnaud de Molder. Aujourd'hui, pour les gardes-côtes de Lampedusa, île au sud de la Sicile, la mer est calme, pas de bateaux de migrants en vue. Mais la tragédie du 3 octobre dernier, où 360 immigrants ont perdu la vie, est encore gravée dans leur mémoire. Quando ci avviciniamo a queste barche, loro vedono in noi la loro ancora di salvezza e una volta sulle nostre imbarcazioni è come se si lasciassero alle spalle guerre o chissà quali altre atrocità nei loro paesi. Malgré l'opération Mare Nostrum, où 5 bâtiments de la marine italienne et des bateaux de la Guardia di Finanza contrôlent la zone maritime, des migrants passent entre les mailles du filet. Une fois à terre, ils sont emmenés dans ce centre d'accueil de première urgence. Mi-novembre, il n'était plus que 90, mais durant l'été, ils sont parfois plus de 800. Certains réfugiés doivent alors dormir dehors. Lampedusa non è un'isola abbandonata non deve essere un'isola abbandonata nel Mediterraneo, ma deve essere un'isola attiva dove sente l'Europa la presenza dello Stato dell'Unione Europea, dove sente la presenza e la responsabilità di tutti gli Stati nazionali europei. Depuis le début de l'année, près de 14 000 réfugiés sont arrivés à Lampedusa. Pour bon nombre de demandeurs d'asile, l'île n'est qu'un point de passage. Après 9 mois passés dans un autre centre de résidence en Italie, les réfugiés sont livrés à eux-mêmes, contrairement à d'autres États membres. Direction l'Allemagne à Bochum, dans la région industrielle de la Ruhr. Ici, contrairement à l'Italie, un programme d'intégration par l'apprentissage de la langue est financé par l'Union européenne et l'État fédéral. Wieso? Weil Plural ist. So, zum Beispiel Herr Trafi, ne? Herr, Singular, Plural, Herren. Genau. Well, this Sendungsprojekt Zukunftsperspektiven is in Bochum from 2011 to 2013. And there was a project in order to help people, refugees who are living here, and they want to find a job. Ces cours de langue ne sont prévus que jusqu'en décembre. En Europe, 300 000 migrants ont demandé l'asile en 2012. Ce sont des pays comme l'Italie, la Grèce ou l'Espagne qui portent le plus lourd fardeau à cause du règlement de Dublin. Ce dernier impose aux pays où arrivent les migrants de régler la demande d'asile. Une plus grande solidarité entre les 28 devient plus que nécessaire. Cecilia Wikström, last time this parliament approved a new series of measures. In 30 seconds, what is new for asylum and what is better? It's a European system, that's the first thing. And now all the member states have signed up to the same qualifications, the same manners to accommodate a person, the same rights to justice, the same rights to information. So it's a big improvement because we have seen in our story that nowadays there are so many differences after people have their status in the way they can live in a European country. But now they will have the same treatment in every member state, and every member state did sign up to it, so there is no excuse for a member state not to accommodate people in a decent way. But do you think the principle of asylum in Europe, which is, we call it the Dublin regulation, so the principle that the first country where the person arrives is responsible for this climb, do you think this principle is still the only one that should stay? The Dublin regulation is there. It's one of the 5 legislative acts, and it is running. The member states wanted it, and it's still there. But I mean, there are a few countries which asked to modify it. Exactly, but we did modify it. For example, when it comes to unaccompanied minors, they are now, according to a court ruling, exempted from the Dublin regulation. So it's the country where the child is and have claimed asylum for the last time. The most recent application
has been lodged, that country should examine, because we don't want a situation where children are shipped between member states like packages. Thank you very much for coming. And that's all for this week. 7 days in Europe. We'll come back next week with a special hangout program on live Google. You can follow Europal TV via Twitter, Facebook or YouTube. Thank you for watching us. Arrivederci.